Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct du colloque NPA Le Figaro, un colloque consacré aux nouveaux défis de l'industrie des médias. Et nous avons le plaisir de recevoir en ce moment Hervé Rony, directeur général de la SCAM, donc la Société civile des auteurs multimédia. Bonjour Hervé Rony. Bonjour. Pour mener cette interview, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alizé Le Trône et Sébastien Montaigu, tous deux consultants chez NPA Conseil et consultants au pôle juridique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Hervé, une interview qui va être sous le signe du cadre juridique pour l'ère numérique. Première question, un cadre juridique pour l'ère numérique, ça se pense de manière globale ou de manière nationale ? Je pense aujourd'hui que ça se pense de manière européenne et internationale. Je pense que c'est compliqué. Le numérique abolit d'une certaine façon les frontières. Et d'ailleurs, un des débats qui a lieu à ce sujet, c'est jusqu'à quel point on peut abolir les frontières, puisque dans l'audiovisuel, on rentrera peut-être dans les détails de quelques instants, il y a des règles d'exclusivité, il y a des systèmes nationaux qui viennent se heurter au fait même que par le numérique et par les technologies numériques, a priori, il y a une abolition des frontières. Mais on ne peut pas traiter le sujet pays par pays. Donc l'Europe, de ce point de vue, a raison de se saisir du sujet. Après, c'est comment elle s'en saisit. Mais sur le principe, je pense qu'effectivement, la réponse, elle doit être largement européenne. Et alors je me retourne vers nos deux experts juridiques. L'Europe évolue en ce sens. Vous avez une question, je crois, justement sur l'évolution de la législation européenne. Oui, je voudrais vous interroger sur la révision de la directive SMA. La Commission européenne propose l'instauration d'un quota de diffusion de 20% d'œuvres européennes sur les catalogues de services de médias audiovisuels à la demande et la dérogation au principe du pays d'origine pour l'investissement dans la création audiovisuelle. Quel est votre avis sur ces mesures ? Vous paraissent-elles suffisantes ? Je pense qu'en tout cas, la Commission est partie du bon côté. C'est-à-dire que ce qu'on sent, et ce qu'on sent par rapport aux premières déclarations de la Commission qui avaient été quand même assez virulentes sur le droit d'auteur, sur l'idée qu'au fond, il fallait s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. C'était vraiment les prises de position très fortes à la fois du président Juncker et de Ansip, le vice-président en charge de ces questions-là, dans une moindre mesure d'Oettinger. Globalement, du coup, ces annonces que vous venez de rappeler vont dans le bon sens. La question du pays d'origine est essentielle, effectivement, et la question de mettre en place un système de quotas de diffusion, elle s'inscrit dans la logique de ce qu'avait été, pour les plus anciens d'entre nous, le début de la directive Télévision sans frontières, lorsqu'il y avait les premières réflexions dans les années déjà 80, donc ça date. Et effectivement, on s'inscrit dans cette logique de ce qu'a été la directive Télévision sans frontières, et je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas faire de protectionnisme à outrance en ce moment, mais il faut quand même que l'Europe, d'une façon générale, ça n'est pas lié que aux règles de protection des œuvres, fasse preuve d'un peu de protectionnisme et d'un peu de défense de la culture européenne et des moyens qu'a l'Europe de lutter, j'aime pas le mot, mais d'être concurrentiel des États-Unis dans des conditions satisfaisantes. Voilà. C'est pas une guerre, mais c'est un moyen de se protéger. Et je crois que là, il y a une prise de conscience de la nouvelle commission qui est salutaire. Donc ça rebondit en fait sur ma première question. Ça ne se pense plus au niveau national, mais vraiment au niveau européen. En fait, on pense en termes de communauté. Oui, mais je crois que c'est là que c'est compliqué parce qu'il y a une partie de l'Europe qui est plus libérale que la France dans ces domaines-là. La France a construit presque seul à un moment donné, notamment après la guerre, on va pas revenir sur tout, mais sur un paysage très régulé. Alors il est critiqué, mais il n'empêche qu'il est très régulé. Les conditions d'autorisation délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France sont très contraignantes. Donc effectivement, il y a la nécessité de traiter ça au niveau européen. Et en même temps, quand on le traite au niveau européen, ce qui est cohérent, on se heurte, nous les Français, à un débat qui est un débat au fond, pour faire court, entre une position très libérale, qui vient à la fois des pays d'Europe centrale, parfois des pays du Nord, mais on le voit aussi en Italie. Il y a une dérégulation en Italie avec les années Berlusconi qui s'est imposée. Et donc, il y a ce débat. Donc, l'intérêt de la France, la mobilisation que la France peut porter, c'est de permettre un compromis entre une volonté libérale qui, à mon avis, est nocive, et puis le maintien d'une régulation. Ce qu'on appelle un peu l'écosystème, où il y a une forte protection des droits d'auteur, une forte protection des contenus, avec des aides publiques, assumons-le, pour la création. Alors le droit d'auteur, on en parlera un petit peu plus tard, mais je vais tout d'abord passer la parole à Sébastien. Alors justement, toujours pour revenir sur le droit d'auteur finalement au niveau européen, vous avez communiqué là-dessus, la Commission européenne a présenté au mois de septembre sa directive pour réviser
le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Je pense notamment à la création d'un droit voisin en faveur des éditeurs de presse. Et je voulais savoir si, selon vous, c'est un danger ou une opportunité pour journalistes et éditeurs de presse. Quels sont les enjeux? Alors je vais être très, très franc là-dessus. Je pense que je comprends pourquoi les éditeurs de presse peuvent revendiquer un droit voisin. Moi-même, j'ai travaillé dans une autre vie pour des producteurs photographiques qui étaient titulaires de droits voisins. Et pour se protéger contre la piraterie, pour se protéger contre des usages illégaux, c'est vrai qu'être titulaire de droit voisin est utile et renforce la capacité que vous avez de lutter contre des comportements illicites. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes sur le droit de la concurrence, le parasitisme, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous êtes titulaire de droit voisin, vous agissez beaucoup plus efficacement. Donc, je le comprends. La vraie question qui se pose dans l'articulation du droit voisin aux éditeurs de presse et qui inquiète les journalistes, que je représente en partie à l'ASCAM, c'est que du coup, les éditeurs de presse sont en même temps cessionnaires des droits d'auteur. Donc ils sont cessionnaires de droits d'auteur et en plus ils sont titulaires de droits voisins. Donc ça, par exemple, dans la musique, ça n'existe pas. Les producteurs phonographiques ne sont pas cessionnaires des droits d'auteur des auteurs de chansons ou de compositions musicales. Et ils sont titulaires de droits voisins. Mais c'est bien la SACEM, les apports sont à la SACEM, et donc il n'y a pas un double lien. Donc là, il y a une articulation qui n'est pas évidente. On l'avait fait valoir au Conseil supérieur de la propriété éditoriale artistique dans le rapport de Laurence Franceschini, qui a rendu un rapport favorable. Donc je dirais que pour nous, le débat n'est pas totalement clos là-dessus. Moi, je comprends la revendication. En même temps, il faut qu'elle soit bien construite, il faut que les produits soient bien construits par rapport au fait que les éditeurs sont cessionnaires des droits d'auteur des journalistes. D'accord, merci. Et toujours donc, dans cette réforme européenne du droit d'auteur, la Commission a également proposé un autre texte qui est un règlement. Un des articles propose d'appliquer le principe de pays d'origine aux cessions de droits pour les services en ligne des diffuseurs. Donc, par exemple, qui vont permettre à un diffuseur national de diffuser envers toute l'Europe un film pour lequel il aurait les droits dans son pays. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité, comme le dit la Commission européenne, qui notamment pense aux services publics qui devraient apprécier cette réforme, ou est-ce que vous pensez que c'est un premier pas vers des licences pan-européennes et qu'on abatte justement ce principe de territorialité? Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait qu'il y a une territorialité des aides et des exclusivités qui, effectivement, ne doit pas être mise à mal. En même temps, j'essaie d'être pragmatique. Il ne faut pas être tout le temps contre tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un des travers qu'on pourrait nous prêter à nous, les ayants droit, à nous, le secteur de la culture, c'est toujours contre tout. Donc je crois que là aussi, des licences pan-européennes, par principe, ne doivent pas être exclues. Ce qu'il faut, c'est conserver. Il ne faut pas figer des principes unilatéraux dans des textes. Il y a des accords entre ayants droit qui doivent être favorisés. Il faut, je crois, favoriser les relations contractuelles. C'est comme un sujet que vous ne m'avez pas posé, mais que je pose moi-même, qui est intéressant, c'est comme la chronologie des médias. Vous savez, cette fameuse chronologie des médias, pardon, j'anticipe, mais c'est un peu troublant de déterminer que ce devrait être la loi, a fortiori une directive européenne, mais ce n'est pas le cas, qui fixe ça. Je pense qu'il faut des accords. Donc je pense que ces licences pan-européennes peuvent exister. Ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de toute exploitation d'une œuvre audiovisuelle en Europe. Voilà. Je pense que ça doit pouvoir exister. Dans certains cas, si ça existe, tant mieux. Mais je pense qu'on ne vend pas les films de la même façon, on ne les voit pas de la même façon. Et en plus, il y a quelque chose que je dis souvent, il faut que l'Union européenne, d'ailleurs c'est une certaine contradiction au niveau de la construction du marché européen dans le domaine de la culture, c'est que effectivement la volonté de l'Union européenne, la volonté de la Commission, c'est d'abolir les frontières. Mais dans le secteur culturel, c'est presque paradoxal, parce qu'au fond, soyons contents qu'un film danois soit vu par des Danois, et c'est pas forcément dramatique si vous, moi, n'ayant pas une culture danoise, on n'est pas forcément si envie que ça de voir un film danois. C'est-à-dire qu'il y a aussi la diversité de l'Europe qui peut s'accompagner d'un maintien d'une certaine mosaïque culturelle. Et on n'est pas obligé de passer sous les fourches codines d'une espèce d'œuvre européenne qui, pour être européenne, devrait plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est aussi un élément fort. Il faut que l'Europe arrête. On ne vend pas des yaourts. Voilà, il n'y a rien à faire. Le yaourt à la fraise, on peut considérer peut-être que tout le monde aime le même yaourt. Sur les films, sur les œuvres, c'est très différent.
Hervé Rony, quand on regarde l'évolution des médias et plus particulièrement des médias d'information aujourd'hui, on se rend compte de deux choses. C'est que tout va très vite. Il faut aller le plus vite possible, délivrer l'information le plus vite possible. Et en plus de ça, on demande aux téléspectateurs ou autres de participer. De plus en plus, on leur demande de plus être passifs devant leur télévision, mais d'être acteurs. Ce qui fait que certains tournent des images amateurs, d'autres donnent leur avis sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un cadre juridique aujourd'hui prévu pour ce genre de choses où le téléspectateur devient acteur et crée du contenu lui-même pour le média qu'il regarde? Non, vous posez une bonne question qui est la question de savoir s'il y a une définition de l'auteur. Il y a une définition dans le Code de la propriété intellectuelle, on parle de l'œuvre de l'esprit. Chacun peut avoir une idée de l'œuvre de l'esprit. Il y a des gens qui vont considérer que Koh-Lanta, c'est une œuvre de l'esprit et qu'un film de Bergman, c'est bien une œuvre de l'esprit. On ne sait pas ce que c'est. Donc il n'y a pas d'auteur. Vous pouvez être demain matin un auteur. Il suffit que la boulangère du coin, le monsieur qui fait un autre métier, qui est artisan, peut devenir auteur. Ça, nous sommes d'accord. Donc il n'y a pas de définition. La vraie question que vous posez, qui est intéressante, parce que nous, on a signé des accords pour gérer les droits d'auteur, par exemple, avec YouTube. On a un bon accord avec YouTube. La vraie question qu'on se pose, et j'ai pas résolu le problème, c'est de savoir comment, je sais pas, entre guillemets, j'aime pas ça, le bon grain de livret. C'est-à-dire, on voit que se développe sur YouTube. Alors, je parle même pas des comiques comme Norman, etc., qui se sont auto-déclarés comiques. Mais nous, par exemple, dans notre secteur, on peut avoir des gens qui vont faire des documentaires, des reportages, et il y a des reportages amateurs. Est-ce que la personne qui va venir à la SCAM et me dire, mais Monsieur Rony, je vais être déclaré à la SCAM et je vais être rémunéré en droit d'auteur, est-ce que je vais lui dire oui ou est-ce que je vais lui dire non? C'est pas facile. On a visionné des films, il y en a très sympathiques, je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est j'ai visité le port de Sète et puis je me balade dans Sète et je fais un reportage sur la ville de Sète. Sincèrement, c'est pas professionnel. Donc la vraie question qui se pose, j'ai pas de réponse c'est que Internet fait naître une question entre l'amateur et le professionnel. Nous, notre idée dans la gestion collective, c'est pas d'accueillir tout le monde, c'est d'accueillir ceux qui vont devenir des professionnels. Alors il commence à y avoir des rubriques, il y a des gens qui font des émissions récurrentes sur Internet, hebdomadaires, sur le cinéma, sur les animaux, qui peuvent relever du répertoire de la SCAM. En tout cas, il n'y a pas de définition, et je pense qu'il n'y en aura jamais. À nous aussi de séparer l'amateur du professionnel, mais ce n'est pas facile. Et est-ce que le nombre de vues, par exemple, sur un média comme YouTube, peut permettre de déterminer l'amateur du professionnel? Ça peut être un élément. Je pense qu'en fait, il y a un faisceau d'indices. Ça peut être un élément. Il y a effectivement la notoriété. Mais dans notre secteur, il faut faire attention parce que on est aux antipodes des répertoires à fort succès d'audience parfois. C'est-à-dire que nous, notre répertoire, notamment sur YouTube, il est disséminé. C'est-à-dire c'est 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues, 5 000 vues. Mais il y en a énormément. Nous, on crée beaucoup de volume. Le répertoire documentaire, le répertoire du reportage, du grand reportage, est très volumineux. C'est comme à la télévision. Ça ne fait pas forcément des scores d'audience considérables, mais il est partout. Et beaucoup de gens en regardent. Donc là, c'est la même chose. Il faut qu'on analyse plus précisément la nature exacte de ce qui est professionnel, mais l'audience peut en faire partie, oui. Alizé, Sébastien, une question peut-être ou... Peut-être juste pour finir, est-ce que vous êtes confiant que les positions françaises seront écoutées au Parlement européen dans les 2 ans à suivre, qui vont porter plusieurs réformes comme on a... Alors, je suis plus confiant que je ne l'étais au moment où à la fois la commission Juncker s'est installée et où il y a eu les élections françaises, parce qu'on a perdu beaucoup de députés efficaces. Il se trouve, je vous le disais en aparté, mais que plusieurs députés français, je pense à Jean-Marie Cavada, Virginie Rosière, Constance Legré, Pervenche Berès, sont très actifs. Et on a vu au moment du rapport Reda, vous savez, ce rapport de la députée pirate allemande qui avait été très négatif pour nous, qui avait une réaction très positive du Parlement. Donc au total, j'irai sur un certain nombre de sujets. On n'a pas parlé par exemple de la responsabilité des hébergeurs, c'est un autre sujet important. Sur ces sujets-là, je pense qu'on peut faire du bon travail, à la fois avec les parlementaires français et parce que le gouvernement français est très mobilisé. Moi, je rends hommage au travail qu'avaient fait les ministres précédents, mais je rends hommage aussi au travail que fait Audrey Azoulay pour mobiliser efficacement et la Commission et le Parlement. Merci beaucoup Hervé Rony. Je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes directeur général de la Société civile des auteurs multimédia. Merci à Alizé et à Sébastien pour vos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous puisqu'on revient très prochainement.